Nous sommes à Iville, au sud de la Haute-Normandie, une commune de 465 habitants, située à 120 km de Paris. C'est un village sur un plateau céréalier, avec un chef-lieu de canton à quelques kilomètres, où la vie est paisible, où on vit au calme, on vit à la campagne. C'est un endroit extrêmement riche sur le plan agricole, donc vous avez un beau patrimoine, puis vous avez une population qui est très tranquille. Le dimanche 5 mai 2002, une habitante d'Iville, Nadine, 41 ans, passe un coup de téléphone inquiétant à Luc, le meilleur ami de son mari, Joël. Elle me dit Joël n'est pas rentré, donc je lui dis c'est bizarre parce que Joël d'habitude il rentre directement du boulot. Je lui dis appelle la gendarmerie, il a peut-être eu un accident de voiture. Nadine se rend à la gendarmerie pour signaler la disparition de son mari de 46 ans. Elle explique que Joël, boucher de profession, travaille toute la semaine à Paris et rentre chaque week-end en Normandie. Mais exceptionnellement, il devait effectuer un extra à la boucherie dans la nuit de samedi à dimanche. Joël a donc quitté le domicile d'Iville vers 2 h du matin cette nuit-là, et depuis, Nadine n'a plus aucune nouvelle de lui. Et c'est une vie qui est assez cadrée que celle de la famille de Joël, et donc elle a un argument complémentaire pour manifester son inquiétude auprès des gendarmes. Autre fait préoccupant, Joël serait parti avec 4 000 francs en liquide, soit 600 €. Selon Nadine, il aurait pris tout cet argent car il devait régler un problème supposé avec un autostoppeur qu'il conduisait régulièrement à Paris. Ça indiquait quelques pistes, notamment de quelqu'un qui l'aurait pris en stop régulièrement. Elle craignait que peut-être il y avait pu y avoir une dispute qui s'était créée. Confrontés à une disparition, survenue dans des circonstances plus que troublantes, les enquêteurs inscrivent immédiatement Joël au fichier des personnes recherchées. Ils ont pris les choses au sérieux. Que le signalement de la disparition d'un homme adulte, avec un travail, avec des habitudes de régularité, c'est pas une fugue d'adolescent. Pourquoi Joël ne donne-t-il plus aucune nouvelle à sa femme? Le quadragénaire est-il parti volontairement? Ou bien lui est-il arrivé quelque chose de beaucoup plus grave? À la gendarmerie du Neubourg, les enquêteurs commencent par se pencher sur le profil de Joël. De son côté, Luc, son meilleur ami, sillonne Paris et ses alentours pour retrouver sa trace. Il se rend en banlieue parisienne, à Montrouge, où Joël loue un studio durant la semaine. Je suis allé dans tout le 14e, je suis allé du côté de Montrouge, de son logement. Je n'ai absolument rien vu, j'ai même frappé chez le gardien, tout ça, qui n'a jamais voulu qu'on aille voir au sous-sol s'il y avait sa voiture ou quoi que ce soit. Mais je n'ai jamais retrouvé Joël. Luc est au comble de l'inquiétude. Cette disparition ne colle pas avec le caractère de son ami. Issu d'une famille modeste et nombreuse, Joël s'est passionné dès l'adolescence pour le métier de boucher. Sérieux, il ne manquait jamais une journée de travail. Dans le travail, il vous abattait du boulot énorme, et il passait tout son temps au travail. Il cassait la croûte en peu de temps, et le midi, c'est pareil. Quand il pouvait retourner au boulot, il allait au travail. Il n'y avait aucun souci, il se défoulait au travail, quoi. Joël, on le perçoit en tout cas de l'extérieur, quand on ne l'a pas connu, comme un Français tout à fait ordinaire, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui ramène de l'argent à la maison, quelqu'un qui n'a pas aucun défaut, on va dire. C'est pas quelqu'un qui boit, c'est pas quelqu'un qui joue aux courses, c'est pas quelqu'un qui a des maîtresses. Il a une vie parfaitement réglée, d'un honnête homme. À 22 ans, Joël épouse Nadine.
une habitante d'un village voisin qu'il connaît depuis l'enfance. La jeune femme n'a pas encore 18 ans. C'est un couple, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui ne fait pas d'études longues, hein, lui apprend un métier tôt, elle quitte l'école relativement tôt, ils se marient très jeunes, ils ont un enfant, on va dire, dans la foulée, et après ils ont des vies ordinaires, quoi. On voyait un couple uni, un couple heureux. Il était amoureux de sa femme, hein, amoureux. C'est quelqu'un qui était en admiration devant sa femme. Et Nadine n'était pas sa seule fierté. Joël voue également une admiration sans borne à son fils Jérôme, 20 ans. Jérôme, c'était Dieu. Il avait un fils et il donnait tout pour lui, tout l'argent. Il avait acheté une voiture, il avait payé le permis, tout. Jérôme, c'était le roi à la maison, son fils, c'était tout. Un foyer uni et aimant, un travail stable qui le passionne. À l'époque, tout semble donc aller pour le mieux. Jusqu'au jour où une terrible nouvelle s'abat sur le boucher et sa famille. Joël en parle aussitôt à son ami Luc. Joël me dit que sa femme elle a un cancer, que c'était assez grave, qu'elle allait toujours à l'hôpital une fois par semaine pour faire des analyses et ceci, cela, qu'il était inquiet de sa femme, de sa maladie. Se pourrait-il que la disparition de Joël soit liée à la maladie de sa femme? Effrayé par ce qu'elle implique au quotidien, le quadragénaire a-t-il décidé de tout quitter du jour au lendemain? Ou la réalité est-elle beaucoup plus funeste? Au Neubourg, les gendarmes sont à la recherche du moindre indice qui pourrait les mettre sur la piste du père de famille. Et une semaine après le signalement de la disparition de Joël, l'enquête s'accélère avec la découverte d'une voiture carbonisée. Puis à notre arrivée sur les lieux, on constate qu'il s'agit d'un véhicule de tourisme qui est garé sur le bas-côté, qui n'est pas accidenté, qui est en fin de combustion, totalement détruit par le feu. On fait une reconnaissance aux abords du véhicule ainsi qu'à l'intérieur de l'habitacle. On constate qu'il n'y a aucune personne positionnée sur les sièges. La voiture est identifiée comme appartenant à Joël, le mari de Nadine. L'information arrive jusqu'aux enquêteurs du Neubourg qui s'empressent d'inspecter la carcasse du véhicule. Et coup de théâtre, en soulevant les restes du pare-brise, ils découvrent un corps calciné, coincé entre les sièges avant et la banquette arrière. Là, on bascule dans une toute autre affaire. On passe d'une disparition à peut-être une élimination physique de quelqu'un. Là, on bascule effectivement dans un scénario criminel et tragique. Le corps, qui a été considérablement réduit par les flammes, est finalement identifié. L'un des éléments qui va être déterminant, c'est la dentition. Il y a des caractéristiques qui permettent de l'identifier, puis ça va être confirmé après par l'ADN. Donc là, sans aucune hésitation, on sait que c'est bien malheureusement le cadavre de la personne qui a disparu. Il s'agit bel et bien de Joël. Et malgré la forte dégradation du corps, le médecin légiste parvient à déterminer les causes de sa mort. Il y a deux choses importantes. Effectivement, c'est que Joël a reçu un coup derrière la tête. Ensuite, les médecins légistes, malgré la grande dégradation du corps, relèvent que Joël était bien vivant au moment où la voiture a été incendiée, parce qu'ils ont retrouvé des traces dans les poumons qui prouvent qu'il respirait encore. Comble de l'horreur, le boucher de 46 ans, enfermé dans sa voiture, s'est donc vu mourir. Ça nous a marqué, ma famille et moi, énormément. Parce que c'était vraiment quelqu'un de bien, c'est tout. Il n'y avait pas à y faire du mal comme il a fait. Parce que faire du mal à un gars comme ça, c'est pas possible. Il a mérité pas la mort qu'il a eue. Le 13 mai 2002, l'acte criminel est confirmé
et l'affaire est confiée à la brigade de recherche d'Évreux. L'enquête repart à zéro et dans un premier temps, les gendarmes tentent de retrouver l'autostoppeur auquel Joël devait de l'argent et que Nadine a évoqué au cours de son témoignage. Mais cela ne donne rien. Personne ne vient confirmer l'existence de cet autostoppeur. Cette piste, elle ne mène nulle part. Et quand on trouve rien, pas le début de quelque chose, on peut se demander si on ne se trompe pas. Hein. Nadine se serait-elle trompée? Ou Joël aurait-il voulu garder secrète l'identité de la personne avec laquelle il avait rendez-vous ce jour-là? Les gendarmes s'intéressent à l'entourage professionnel du boucher. Aurait-il pu avoir un différend avec l'un de ses collègues? Joël, pour avoir des ennuis au travail, franchement, je vous dis, le boulot que ce gars-là faisait, il n'y en avait pas beaucoup à le faire. Hein. Donc il ne pouvait pas avoir de problème. Question de travail, d'extra, c'était pas possible. Il n'y avait rien à dire sur Joël, quoi. Vraiment, c'était quelqu'un de parfait, quoi. Pour le métier, c'était quelqu'un de parfait, quoi. Il connaissait bien son métier, il s'occupait bien des clients, il servait bien les gens, tout ça. Point de vue professionnel, voilà, c'était quelqu'un de top, quoi. Les enquêteurs ne trouvent donc pas la moindre trace d'un contentieux, encore moins celle d'un ennemi qui aurait pu en vouloir à Joël. Avec qui avait-il rendez-vous le jour de sa disparition? D'ailleurs, ce rendez-vous a-t-il bien eu lieu? Et Nadine, la femme du boucher, a-t-elle tout dit aux enquêteurs? À Évreux, les gendarmes resserrent leur enquête sur Nadine. Ils placent son téléphone sur écoute et très vite, ils interceptent des discussions entre la femme de Joël et un certain Jacques, un homme qui visiblement est très proche d'elle. Autre volet, on s'aperçoit très vite qu'elle a une double vie, qu'elle a un amant. Et donc pour les enquêteurs, il y a une piste qui s'ouvre à eux, c'est la piste du crime passionnel. Est-ce que l'on n'aurait pas voulu faire disparaître le conjoint, tout simplement, pour pouvoir poursuivre une vie amoureuse avec cet amant? Entre les deux amants, tout commence alors que Nadine est encore mariée à Joël. Ils se rencontrent en février 2002. À ce moment-là, Jacques vient de subir un grave accident de moto. En arrêt de travail, cette rencontre sonne comme un renouveau. Pour la première fois, à visage découvert, il a accepté de revenir sur ce jour où il est tombé sous le charme de la Normande de 41 ans. Elle est venue à la maison, elle était tombée en panne de voiture, elle est venue à la maison pour téléphoner. Et puis de fil en aiguille, on a fini par se revoir et puis je l'ai invité à dîner et puis voilà, l'histoire a commencé comme ça. Et à aucun moment, Jacques ne se doute que Nadine est mariée. Elle me dit qu'elle est divorcée depuis très longtemps, voilà. Qu'elle vit avec son fils et qu'elle a dit à ses collègues qu'elle était mariée pour ne pas être embêtée par ses collègues, pour avoir la paix de ce côté-là. J'allais chez Nadine en semaine et jamais le week-end. Puis tout va très vite. 2 mois après leur rencontre, ils décident de s'installer ensemble. Nadine vit alors toujours avec Joël. Avec Nadine, nous avions le projet d'acheter une maison. Nous avons visité plusieurs maisons du côté d'Évreux et nous étions fixés sur une maison à Irville. Très jolie maison. Et nous avions même rencontré l'agence et nous étions partis pour acheter, elle pour 60% et moi pour 40% de la propriété. Le compromis de vente est signé le 14 mai 2002, soit 9 jours à peine après le signalement de la disparition de Joël aux gendarmes. Pour les enquêteurs, la piste du crime passionnel se précise, car désormais Nadine a un mobile. Elle aurait eu un intérêt à se débarrasser d'un mari devenu trop gênant. La relation qu'elle a avec cet homme n'est pas une petite relation sans lendemain. Ils ont de véritables projets de vie. Elle
envisageait de partir. Elle envisageait de construire quelque chose, réellement, je le crois, avec cet homme et son fils. Et le scénario de cette vie future, effectivement, existe alors qu'elle n'a pas entamé de procédure de divorce et qu'évidemment, ça risque de ne pas se passer comme elle l'a prévu. Les gendarmes ont-ils face à eux une femme machiavélique qui aurait organisé la disparition de son mari? En poursuivant leurs investigations, ils découvrent que Nadine ment non seulement à son entourage, mais aussi à ses collègues de travail. Elle est ambulancière, elle a besoin d'expliquer qu'elle est la descendante d'une famille noble qui a de riches propriétés, ils ont perdu leurs particules à la Révolution française, leurs biens ont été spoliés, enfin c'est un peu un mauvais roman. Un élément matériel va venir étayer les soupçons des enquêteurs. En effet, les relevés téléphoniques prouvent que le soir de la disparition de Joël, Nadine a passé de nombreux coups de fil à son fils Jérôme. Et ce n'est pas tout. La mère et son fils se trouvaient non loin de l'endroit où la voiture calcinée de Joël a été retrouvée. L'analyse des fadettes est vraiment fatale pour elle parce que ça montre que contrairement à ce qu'elle prétend, ils se sont trouvés à proximité du lieu où on retrouve le véhicule incendié. Donc là, forcément, ça vole en éclats et les enquêteurs sont obligés de dire on va interroger de façon plus ferme. Quel a été le rôle joué par Nadine et celui de son fils dans la disparition de Joël? Nadine est-elle l'auteur de ce scénario diabolique? Et les gendarmes vont-ils enfin découvrir la vérité sur la mort du boucher? Le 3 juillet 2005, 2 mois après la mort de Joël, les enquêteurs entendent l'amant de Nadine à son domicile. Jacques leur rapporte une conversation étonnante. Fin avril, quelques jours à peine avant la disparition du boucher, Nadine lui dit être bouleversée, car son ex-mari a été victime d'une violente agression. Nadine me dit qu'il vient de se faire agresser dans Paris, qu'il aurait été frappé à la nuque dans sa voiture, qu'on aurait retrouvé inconscient dans sa voiture. Et donc une enquête est ouverte à ce sujet-là. Pour les gendarmes, Jacques a l'air sincère. Il ne sait pas que Joël a péri dans l'incendie de sa voiture, et encore moins que les enquêteurs soupçonnent Nadine. Il lui révèle alors tous les mensonges de sa compagne. Et la liste est longue. Les gendarmes me disent que non, elle est pas divorcée, elle est toujours mariée. Donc son mari travaillait bien à Paris, mais qu'il rentrait le week-end. On m'explique qu'elle n'est même pas propriétaire de sa maison, qu'elle a 200 € sur son compte, qu'elle n'a pas d'argent. Et Nadine n'a pas non plus de cancer. Le côté de la double vie et tout le reste, c'est comment j'ai fait pour pas tout voir, pour pas comprendre, on se sent complètement idiot. Là, on se sent idiot, bête, voilà. Il manquait de clairvoyance, d'intelligence, et je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, j'ai rien compris à toute cette histoire. Tout ce qu'elle a pu me dire, des mensonges, j'ai tout gobé. À la gendarmerie d'Évreux, les enquêteurs décident d'entendre la petite amie de Jérôme, Élodie. Ils étaient ensemble le soir de la disparition de Joël. Élodie est formelle. Jérôme se serait absenté plusieurs heures cette nuit-là. Quand Jérôme retrouve sa petite amie dans son loisir, effectivement, au milieu de la nuit, il a des marques de brûlure sur le visage, quoi. Et quand sa petite amie, évidemment, lui demande « mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il a la ressource de dire on a fait un barbecue à la maison avec les parents, et puis il y a eu un retour de flamme, et voilà, j'ai été brûlé, quoi. Nadine et Jérôme sont placés en garde à vue. Le jeune homme, confronté au témoignage de sa petite amie, ne tarde pas à craquer. Il explique que tout commence par un appel de sa mère le samedi 4 mai 2002
en fin d'après-midi. Elle lui dit que son père va rentrer de son travail, qu'il est de fort méchante humeur, qu'il la soupçonne d'infidélité ou quelque chose comme cela, et qu'elle craint d'être battue. Et lui, qui a une dévotion de sa mère, rentre pour veiller au grain et pour la protéger. Jérôme, qui était au courant de la relation entre Jacques et sa mère, arrive chez lui à 21h30. Il est suivi par son père. Quelques instants plus tard, la soirée dégénère. Joël est en colère. Il reproche à son fils de ne pas lui avoir parlé de l'amant de Nadine. Cette dispute se prolonge dans la cave garage du pavillon. Et c'est là où, pour protéger sa mère, il se serait, lui d'après lui, quasiment par accident, il se serait emparé d'une bûche qui était là et il en frappe son père. Joël s'effondre, inconscient. C'est à ce moment-là que Nadine intervient. Convaincue que son mari est mort, elle décide de le faire disparaître. La mère et le fils placent le corps sur la banquette arrière et partent brûler la voiture. C'est Jérôme qui brûle le véhicule, qui ne prend pas la décision de le faire, mais qui est effectivement l'outil qui va allumer, qui va tenir le briquet, qui va permettre d'allumer le véhicule qui va s'embraser. Confrontée aux aveux de son fils, Nadine reconnaît avoir décidé de faire disparaître le corps de son mari. Elle aurait agi ainsi de peur que les enquêteurs ne croient pas à un accident. Nadine expliquera qu'elle a été dépassée par les événements et qu'elle a voulu protéger Jérôme, bien sûr se protéger. Au terme de leur garde à vue, Jérôme est mis en examen pour meurtre et Nadine pour complicité. Comment la mère et le fils vont-ils se défendre face aux jurés de la cour d'assises? Maintiendront-ils leur version des faits? Nadine a-t-elle tout orchestré? Est-elle la tête pensante de ce meurtre? Le 10 avril 2006, 4 ans après les faits, le procès de Nadine et de Jérôme s'ouvre devant la cour d'assises de l'Eure. Dans le box des accusés, la mère et le fils sont assis l'un à côté de l'autre. Nadine est figée, impassible. On a l'impression qu'elle vient là comme si elle attendait son tour dans un salon de coiffure. C'est quelqu'un qui, dès la première seconde, va se murer dans un silence, va s'enfermer dans un masque, un personnage totalement fermé. Sur le banc des parties civiles, les proches de la victime ont encore du mal à accepter les faits. Moi, j'en veux à son fils et à sa femme d'avoir menti à tout le monde et d'avoir tué Joël. Parce que c'est une vie que sur des mensonges. Je me souviens très très bien d'une scène à peine imaginable où le fils, qui n'avait fait des études techniques assez simples, eh bien la mère avait organisé une fête pour fêter son bac scientifique qu'il n'avait jamais passé. Les mensonges de madame sont devenus les mensonges de la famille et chacun est obligé de les endosser. À la barre, Luc fait une dernière tentative pour connaître la vérité sur la mort de son ami. Je leur ai dit que je ne comprenais pas que pourquoi avoir tué, que Joël donnait tout pour eux et pourquoi ils l'ont tué. Jamais il y a eu un mot, jamais un regret. Néant. Jérôme et Nadine maintiennent qu'il s'agit d'un accident. Tout au long du procès, la mère et le fils parlent d'une même voix. Leur relation est fusionnelle, comme l'expliquent les experts devant la cour. Les experts psychologues nous disent qu'effectivement il y avait une relation mère-fils incestuelle. Ils disent pas incestueuse, ils disent incestuelle. On apprend qu'il a dormi dans son lit jusqu'à l'âge de 16 ans et que de toute façon l'avenir il ne l'envisage pas l'un sans l'autre. Il a la relation qu'un petit garçon peut avoir avec sa maman à 7 ans, c'est un peu ça. Mais sur le plan purement intellectuel et sentimental.
Au terme des délibérations et contre toute attente, Jérôme, qui a tué son père, écope de 12 ans de prison. Mais sa mère, Nadine, écope de plus du double, 25 ans. Les jurés vont répondre en prenant une décision qui est claire à travers leur jugement, c'est-à-dire de considérer que c'est Nadine, que c'est la mère qui est l'instigatrice de ce crime. C'est elle la tête pensante, c'est lui le bras criminel, et c'est elle la tête. Donc sans elle, ce scénario criminel n'aurait jamais vu le jour. À l'énoncé du verdict, les accusés n'expriment aucune émotion. Nadine décide de ne pas faire appel. La sanction, qui a été sévère pour cette femme, beaucoup moins pour son fils, elle n'en a pas fait appel. Et si on cherchait la preuve, si elle aimait son fils, je crois que là, on l'a. Aujourd'hui, Jérôme est sorti de prison. Nadine, elle, continue de purger sa peine. 14 ans après les faits, Joël est toujours présent dans les souvenirs de ses proches. Le 1er mai, il devait venir manger à la maison. Et il nous dit, il me téléphone, il me dit « Luc, je ne peux pas venir manger. J'ai un problème familial qui va être vite réglé. Par contre, je viens le 8 mai. » Le 8 mai, on n'avait plus Joël. Et ça, c'est un truc que j'oublierai jamais. Pas la fin qu'il a eue. Il ne méritait pas ça.